La Russie devrait-elle craindre cet alignement des États, mais également d'organisations internationales, par exemple l'ONU, l'Union européenne et bien d'autres? La Monsieur Russie Gamal devrait-elle Abina, vous avez la craindre cet parole. alignement? Oui, je vous entends. Ouais. Déjà, je remercie l'intervention de M. Kanga, c'est très intéressant et je vois qu'il maîtrise très bien les sujets liés à la culture européenne politique et la culture ancienne, effectivement. En substance, est-ce que la Russie devrait craindre? Non, la Russie ne doit pas craindre un alignement pour deux raisons. La première, parce que c'est une grande puissance et c'est vrai que de comparer deux puissances nucléaires, quoi qu'il en soit, 5400 têtes, 6000 têtes, ça fait aucune différence. Avec 100 têtes nucléaires, vous réduisez la planète avec ce qu'on appelle un effet mécanique qu'on va appeler une réaction en chaîne. Donc ça détruira la planète avec juste 100 têtes nucléaires, pas besoin d'aller plus loin. Donc c'est largement de trop déjà. On est très très loin malheureusement du désarmement. On est dans l'expansion guerrière, dans la volonté guerrière, dans un discours guerrier très inquiétant où on parle de nucléaire, on parle de guerre directe, d'affrontement, de répartition des forces, bref. Alors non, la Russie ne peut pas le craindre pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est deux forces nucléaires qui s'affrontent. Je parle des États-Unis et de la Russie. Les petits pays alliés comme la France, l'Angleterre ou deux, trois puissances nucléaires marginales font pas le poids. Ce sont bien ces deux grandes puissances qui à nouveau s'affrontent alors qu'ils s'étaient affrontés pendant plus de 70 ans. Ensuite, et surtout parce que la Russie bénéficie quand même d'un courant de sympathie qu'elle n'avait pas à l'époque du temps de l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique, c'était un partage idéologique du monde. D'un côté, le soviétisme, donc qui était le marxisme, le léninisme, l'idée selon laquelle il fallait planifier l'économie et la rendre égalitariste. Cette idée est morte en 89 et depuis, la Russie a passé sur un autre type de modèle, d'abord ultralibéral, puis ensuite un modèle un peu plus planifié malgré tout, un peu plus dirigé par l'État avec une forme mixte de capitalisme et de contrôle de l'État sur les richesses du pays. Donc c'est deux visions du monde qui s'affrontent à nouveau, beaucoup moins violentes qu'avant, mais par contre la Russie a bénéficié d'une image favorable, c'est qu'elle a un discours anticolonialiste, anti-impérialiste. Et ça, ce discours-là, effectivement, il avait été un petit peu déserté pendant 30 ans, puisque les Russes n'existaient plus, et que les États-Unis se sont pendant 30 ans servis sur la bête, j'allais dire, attaqués au Moyen-Orient, en Afrique, enfin, ils se sont régalés à détruire des pays entiers, ils ont détruit 5 pays arabes, faut jamais l'oublier, hein, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a 5 pays arabes qui ont été rayés de la carte, littéralement, parce que les États-Unis ont généreusement distribué les bombes qui devaient apporter la démocratie. Donc non, la Russie ne craint pas cela parce qu'effectivement, 80% de la planète actuellement a un regard ou de retenue ou de non-critique ou encore plus encore de soutien, comme on le voit avec les Chinois, qui sont clairement ouvertement pro-russes aujourd'hui, alors qu'au départ, ils étaient plutôt mitigés. Parce que le sentiment général, à part la stupeur d'une attaque russe le 24 février, c'est se dire que finalement les Russes sont dans une situation où ils sont acculés, puisque l'OTAN s'est approché de leurs frontières dangereusement, sont dans une situation où ils sont inquiétés sur leur propre territoire, où manifestement, depuis 8 mois maintenant, on a une russophobie délirante qui est remontée à la surface, qui avait disparu d'ailleurs, il faut s'en rappeler, et où on nous sert un Poutine qui sera un grand dictateur, alors qu'il a quand même été élu, il faut le rappeler. Peut-être que les standards internationaux occidentaux ne sont pas respectés, mais il a été élu, quoi qu'il en soit. Et puis surtout, il a l'assentiment de sa population. Alors on nous présente comme un nouveau Hitler, ce qui est complètement stupide, et on inverse les valeurs. Je tiens à rappeler tout de même qu'en Ukraine, il y a des néo-nazis qui sont manifestés, la brigade Azov et 3 autres brigades qui sont connues aussi pour avoir aussi infesté le gouvernement ukrainien, être rentré dans le Parlement. Bref, il y a de l'extrême droite en Ukraine qui existe et qui est connue et reconnue, qui a été documentée, et le côté des Russes qui s'en sont inquiétés. Alors c'est peut-être un prétexte pour agir, mais quoi qu'il en soit, avec ce prétexte ou sans ce prétexte, de toute façon, l'Ukraine voulait rentrer dans l'OTAN après les coups d'État qui avaient été faits en 2014. Et cette volonté de faire ancrer de force l'Ukraine dans l'OTAN, c'est montrer que l'OTAN se rapproche de la frontière directe de la Russie. Ils n'ont pas cessé de se rapprocher de la Russie, mais là, c'était de plus en plus évident. Donc aujourd'hui, les Russes ont manifesté leur volonté d'écarter ce danger, de leur point de vue évidemment. Ils ont manifesté leur volonté de mettre un terme à cette progression otanesque qui d'ailleurs n'avait aucune raison d'être si on se fie au fait que l'OTAN s'est fondée contre le pacte de Varsovie. Comme il n'y a plus de pacte de Varsovie, théoriquement, il y aurait plus dû avoir d'OTAN. Mais bon, la parole américaine, on la connaît, elle pèse pas lourd. Hein. C'est la signature, tout comme la parole, ne vaut pas grand-chose. On l'a vu avec l'Iran, par exemple, sur l'histoire du nucléaire. Donc à chaque fois que les États-Unis interviennent, ils ont tendance à pousser leur avantage jusqu'à devenir insupportables. Et là, en l'occurrence, les Russes ont parfaitement vu le problème. Il faut se rappeler quand même historiquement que les Russes étaient prêts à rentrer dans l'Union européenne jusqu'en 2007, qu'ils étaient prêts même à intégrer l'OTAN, c'est-à-dire à quel point ils voulaient montrer qu'ils n'étaient pas anti-européens, mais que les Américains le voyaient d'un mauvais œil. Maintenant, les vraies raisons de la guerre,
Et c'est là où on peut parler d'une inquiétude, mais qui ne devrait pas être russe, mais plutôt occidentale. C'est des questions économiques, bassement économiques. Le gaz, le pétrole, la répartition des richesses de cette production qui est devenue très importante aux États-Unis, puisque le gaz de schiste et le pétrole de schiste, a poussé les États-Unis à empêcher que les Russes se rapprochent des Allemands. C'est ça la vraie raison de la guerre. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les Russes voulaient se rapprocher des Allemands, c'est une convergence économique qui était possible avec la Russie qui alimentait 40% des besoins européens en énergie et pratiquement 50% de l'Allemagne, à peu de choses près, et l'Allemagne, grande puissance industrielle qui s'était exportée à l'Est et qui s'apprêtait à s'installer massivement en Russie. Il faut se rappeler quand même que Gerhard Schröder était un responsable de Gazprom. Donc l'alliance entre la Russie et l'Allemagne, deux grandes puissances, devait donner un nouvel essor à l'Europe et surtout une concurrence directe aux États-Unis qui n'aurait pas pu tenir. Parce que les États-Unis, qui étaient légèrement déclinants, ont été relancés par Trump et aujourd'hui sont repartis dans un délire d'hyperpuissance industrielle qui voudrait contrôler le monde. Donc le fait de casser cette alliance entre les Russes et les Allemands, qui n'est pas encore cassée au demeurant d'ailleurs, parce que les Allemands parlent très peu, ben, l'objectif de casser cette alliance, c'est d'utiliser un prétexte. Ce prétexte a été tout trouvé, c'est l'histoire de l'Ukraine, qui a toujours été d'ailleurs un problème depuis toujours. L'Ukraine, c'est pas d'hier qu'il y a des problèmes avec la question ukrainienne. Et donc les Américains en ont profité, font tout pour mettre le feu aux poudres, font tout pour alimenter la guerre, font tout pour continuer à faire en sorte que cette guerre soit éternelle, parce qu'ils espèrent que les Russes subissent la même chose qu'à l'époque de l'Afghanistan. Et les Allemands, effectivement, sont en très mauvaise position, parce que le peuple allemand voulait du gaz russe, évidemment, on le sait aujourd'hui, ils n'ont jamais accepté l'idée d'acheter du gaz américain très cher, que les entreprises allemandes ont besoin de l'énergie russe, et surtout que l'alliance entre l'Allemagne et la Russie aurait été un bienfait pour l'Europe. Eh bien, ça, c'était vu d'un très mauvais œil. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que ce soit de l'époque de Clinton, de l'époque après de Obama, qui s'était aussi prononcé contre les gazoducs, et récemment encore de l'époque de Biden, qui lui aussi a eu des positions très dures vis-à-vis de Nord Stream 1 et 2, qui a dit qu'il ne faut surtout pas que ça arrive, on va tout faire pour que ces gazoducs ne fonctionnent pas. Eh bien, toutes ces raisons-là ont poussé effectivement la guerre. Et il faut voir la réaction, là encore récemment, de M. Macron sur la question de la réalisation d'un hub gazier qui passerait par la Turquie. La réaction est instantanée. Ils ne veulent pas en entendre parler. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les Américains sont dans leur position confortable. C'est un avantage pour eux. Ils produisent du gaz et du pétrole. Ils deviennent dominants sur le marché, peuvent vendre du GNL et ramasser 4 fois la mise. C'est vraiment les grands gagnants du poker. Par contre, les Européens, c'est plus surprenant parce que cette guerre en Ukraine, qui n'est pas vraiment une guerre impossible à régler, il suffit de négocier. Et surtout, ces boycotts du gaz et du pétrole poussés par von der Leyen, qui est un agent américain manifestement, ne profitent absolument pas aux Européens. C'est contre-productif, ça va les mettre en difficulté, ça va mettre sur le carreau des centaines de milliers d'entreprises parce qu'elles vont devoir déposer bilan à cause du surenchérissement des coûts de l'énergie. Et donc, ça va avantager l'industrie américaine qui était en perte de marché. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il y a l'industrie chinoise qui est en concurrence et qu'on ne voulait pas d'un troisième concurrent européen. Donc aujourd'hui, effectivement, est-ce que la Russie doit être inquiète par le fait qu'il y aurait une contre-offensive minable anglo-américaine, par exemple? Non, je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, le rapport de force des Russes sur un plan financier leur est largement favorable. Ils ont ramassé la mise, effectivement. Sur un plan de l'alliance internationale, donc tout le reste du monde qui n'est pas l'Occident, qui n'est pas ces 600 millions d'Européens et Américains, eh bien, leur est aussi largement favorable. Il y a à peu près 6 milliards d'individus sur Terre qui ne voient pas d'un mauvais œil la montée de la Russie. Et surtout, sur le plan africain, puisqu'on parle beaucoup de l'Afrique et du panafricanisme et de cet enjeu considérable qu'est l'Afrique, eh bien, les Russes sont plutôt bien perçus, alors que les Américains, les Anglais et les Français sont plutôt très, très mal perçus, voire considérés comme des envahisseurs. Donc non, la Russie n'est pas inquiète de ce point de vue-là. Elle a des alliés, elle a noué des alliances très solides. La plus grande alliance qu'elle a nouée, c'est la Chine. Elle a réussi à désamorcer la tension qui aurait pu exister avec la Turquie. Elle a une alliance inespérée, extraordinaire avec l'Iran. Je rappelle quand même que l'Iran était un ennemi en 79 déclaré de la Russie, anti-russe, anti-américain. Aujourd'hui, il reçoit Poutine sur son territoire, ce qui est extraordinaire. C'est une vraie révolution géopolitique. Elle a même réussi à désamorcer l'Arabie, qui n'est pas un ami des Russes, faut être très clair. Ils payent quand même le financement de la guerre en Ukraine. Mais ils n'ont pas accepté d'augmenter leur production de pétrole, ce qui fait qu'effectivement, il y a un grand chambardement géopolitique, géoéconomique, et sur la scène, évidemment, gazière et pétrolière, les pays du Sud, qui étaient plutôt assez bêtes à l'époque, assez manipulables, ont compris leur avantage de se mettre du côté du fort, aujourd'hui, qui est le russe. Donc, je ne crois pas à l'inquiétude des Russes. Les Russes ont tiré un avantage important de ce qui se passe actuellement. Les pays producteurs de pétrole et de gaz ont compris qu'il vaut mieux ne plus tomber dans le contre-choc pétrolier à nouveau et se retrouver en difficulté. Ils sont tous heureux de ce qui se passe avec l'augmentation extraordinaire du prix du gaz et du pétrole.
Et évidemment, les Américains et les Européens, surtout les Européens, sont les grands perdants de l'opération. Les Américains restent quand même les mieux planqués dans l'histoire. C'est ceux qui s'en tirent toujours le mieux dans toutes les guerres à chaque fois, que ce soit la Première, Seconde Guerre mondiale, et là actuellement la guerre qui se passe en Ukraine, qui profite à plein régime aux firmes américaines de vente de produits industriels militaires. Afrique Média. Le monde, c'est nous.